L'objectif du chapitre qui va suivre est de comprendre et se familiariser avec les freins au changement. Le mot frein est un mot qui est souvent employé dans notre jargon, dans notre univers, comme le mot diagnostic. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous allez devoir prendre en compte régulièrement au quotidien, en sachant en plus que l'immobilité dans l'insertion n'existe pas, parce qu'on est toujours en train de, même si on n'a pas l'impression, ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. Mais après, on va regarder les freins. Il peut y avoir tellement de freins, des freins externes à la personne, mais des freins internes à la personne. Donc c'est, quand vous êtes dans l'accompagnement, c'est d'aller toujours checker ces freins-là, savoir d'où ils viennent, diagnostiquer leur origine et faire ce lien-là avec la courbe du changement toujours. Donc c'est un aller-retour par rapport à la personne, à ce qui se passe et aux outils que vous avez. Et finalement, c'est de trouver le bon tempo, le bon rythme qui amènera, on peut dire, au succès, donc au succès entre guillemets, en respectant les étapes. Et en respectant la personne elle-même. Donc, comme je vous disais, des freins psychologiques, socio-économiques, culturels, ils sont très vastes. Et ces freins-là, finalement, va faire que votre accompagnement va avancer ou pas. C'est eux qui vont donner le tempo. Donc, c'est hyper important d'aller les affronter, mais pas de manière frontale. Ça, c'est important. Il faut les reconnaître, il faut en discuter, mais ne pas bousculer la personne par rapport à ça. Alors, quels freins on peut avoir et qu'est-ce qu'on peut regarder en tant que CIP? Il y a la résistance face au changement. J'avais un petit jeune comme ça qui arrive. Alors là, c'était en accompagnement collectif, en lien avec les compétences clés, donc travailler à la remobilisation, à identifier justement les pistes pour aller vers un emploi. Et j'avais un jeune, premier jour qu'il arrive, déjà corporellement très, comment on va dire ça, pas souple. Et je l'observe, et en fait, ce jeune homme était réfractaire à tout changement. Ne serait-ce que venir en formation, ça lui a coûté. Mais il a été obligé par son père qui lui a dit tu habites chez moi, à un moment donné, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Donc il avait la volonté, on sentait qu'il avait la volonté, mais ça lui coûtait. Et pendant plusieurs temps, parce que ça a évolué, mais pendant plusieurs temps, il ne bougeait pas de sa chaise, donc 7 heures assis, même les temps de pause, il ne bougeait pas. Trop de monde autour de lui, trop de changements, trop de stress, et donc il n'arrivait pas à apprendre. Donc, ce qui fait que moi, le fait de remarquer ça, le fait de remarquer tous ces freins, et il était hypocondriaque aussi, pour arranger l'affaire. On était sortis du Covid, je ne vous explique pas, il se lavait les mains 10 000 fois. donc l'idée, c'était d'aller individuellement accompagner cette personne, aller voir dans sa vie qu'est-ce qui avait pu se figer, qu'est-ce qui s'était passé pour lui, pour commencer à entamer finalement l'acceptation que le changement pouvait lui être bénéfique. Et donc, ça a été passé par son histoire de vie. Et en m'expliquant son histoire de vie, j'ai compris pas mal de choses. Et du coup, c'était lui donner des petits challenges, mais tout petits au départ, le mettre en mouvement, le sortir de cet état de rigidité et commencer à le mettre en mouvement. Et je peux vous dire que ça a fonctionné, mais il a fallu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc cette résistance au changement, elle peut naître, son origine peut être diverse et variée, mais reconnaître qu'il y a une souffrance, il y a une peur derrière une résistance au changement, il y a une peur. Il y a aussi la réticence face au changement. Souvent, on va dire que la personne est peu volontaire. Elle est dans une situation qui n'est pas forcément confortable, mais pour l'instant, ça ne gratte pas assez pour vouloir changer. Donc, elle va être là avec vous, elle va montrer quelques envies, mais ça ne décolle pas. J'en ai quelques exemples comme ça où on se dit « je ne comprends pas pourquoi ». Elle a tout pour, mais il n'y a rien qui se passe, ou alors il ne vient pas forcément au rendez-vous, ou la personne quand elle est là, c'est oui, mais derrière je ne fais pas grand-chose. Donc sachez que la personne, elle n'est pas
actrice à ce moment-là, et sa situation lui convient. J'ai un exemple comme ça d'une femme. Ses enfants ont grandi, elle a subi un divorce, et en fait, elle se sentait bien dans ce qu'elle vivait, elle était bien dans son foyer, elle s'occupait de ses enfants, elle avait un rôle, ça se passait bien. Donc elle a déjà eu la courbe du changement au niveau du divorce à gérer. Mais finalement, travailler pour elle n'avait pas de sens, et elle se disait qu'avec ce qu'elle touchait, elle pouvait mener sa petite vie comme ça. Elle ne voyait pas de sens d'apprendre et de sortir de son quotidien. C'était douloureux pour elle. Puis du coup, elle était là, elle était polie, un savoir-être excellent, mais ça n'avançait pas. Jusqu'au moment où finalement, on allait toucher du doigt ce qui pouvait lui donner sens et ce qui pouvait la sortir de cette réticence-là à changer et à voir que l'inconnu pouvait être sympa pour elle, et elle pouvait aussi avoir un rôle qu'elle avait dans sa famille, mais en dehors du foyer. Donc voilà, encore une fois, beaucoup de temps. Il y a également la crainte de l'inconnu. Ça parle à tout le monde, je pense. La crainte de l'inconnu. Eh bien, qu'est-ce que ça va être? Je sais qu'il faut que je change de situation. Je sais qu'il faut que j'évolue. Mais néanmoins, qu'est-ce que je vais trouver derrière la porte? Parce que là, dans mon quotidien qui n'est pas top, je maîtrise, mais derrière, je ne vais pas maîtriser. Et souvent, on en a peur, selon le profil de personnalité qu'on a. Mais voilà, il y en a pour qui c'est challengeant, il y en a beaucoup pour qui ça ne l'est pas du tout. Donc moi, j'ai une dame comme ça, c'était excellent. Au niveau des compétences, pas de problème. Au niveau du savoir-être, pas de problème. Je trouvais que ça avançait bien, et j'ai commencé du coup à la mettre en mouvement, à chercher des stages, et derrière peut-être trouver un emploi. Pas de problème, elle passait les entretiens nickel, les employeurs me disaient « Ah ouais, on veut travailler avec elle », mais elle avait toujours une excuse pour dire « Ah, je ne peux pas y aller ». Donc au bout du troisième CDI, je vous parle de CDI, hein, refusé, et là je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est qu'elle avait vraiment cette crainte de rentrer dans un nouveau groupe, de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir de son trajet qu'elle faisait au quotidien. Et tout ça, on a dû le déblayer avant de repartir vers un emploi, en sachant qu'elle n'avait pas de frein à retrouver un emploi. Donc ça, c'est important. Un autre monsieur, ça m'a marqué aussi, pareil, il avait fait le choix d'être homme au foyer, divorce, il avait une belle carrière dans la cuisine, hein, donc assez dynamique. Mais il s'est installé dans le père au foyer. Quand il a dû retrouver le chemin de l'emploi, il avait entre-temps développé des phobies, des craintes, beaucoup de choses qu'il n'avait pas avant. Et en fait, il ne pouvait pas, au début, changer de trajet pour aller à un nouvel emploi. Quand nous, on l'a embauché, on était en structure d'insertion, on a dû faire le trajet avec lui, et il nous avait dit « je ne suis pas sûre de revenir demain » parce qu'il suffit qu'il y ait des travaux sur le chemin ou qu'ils doivent changer de direction. Pour lui, c'était impossible. Impossible. On a la chance qu'il l'avait nommé. Donc, ce qui fait qu'au départ, on a essayé de le mettre dans un cadre de travail où il ne changeait pas énormément, et petit à petit, on l'a amené au changement pour l'inciter à voir qu'en fait, il ne craignait pas pour sa personne et que tout allait bien se passer. Donc, c'est vraiment, c'est hyper intéressant, mais c'est pour l'accompagnateur, ça demande de bien observer, d'être dans une écoute active, d'être dans un non-jugement et de faire petit à petit au cas par cas. Donc, crainte de l'inconnu, ça va être des absences. On a toujours une bonne raison. Ça va être je me défie de quelque chose, toujours avec une bonne raison. Et donc ça, c'est des manifestations à la résistance. Je vous donne quelques exemples comme ça. Donc des retards, comme je vous ai dit. On va éviter des questions, on va éviter des thèmes importants. On ne va pas vouloir parler de nous, on va s'intéresser à l'autre. Donc ça va être aussi des personnes que vous allez accompagner qui vont être super agréables avec vous, qui vont vouloir s'intéresser à vous, mais en fait, en attendant, on ne parle pas d'eux. C'est malin. Donc ils vont essayer de vous distraire comme ça et de parler d'autres choses, de tourner en boucle sur une situation, mais du coup ça vous éloigne de ce qui est important pour eux.
Donc on reste figé dans une situation, on tourne en rond. On va oublier les points importants, l'omission. Donc l'omission, c'est important d'aller regarder ça et d'écouter les mots qui sont dits. On va être exigeant, on va dire oui mais, oui mais. Les oui mais, regardez bien, ça montre derrière une résistance ou une réticence au changement ou une crainte de l'inconnu. On est dans l'hyper-contrôle, on veut tout maîtriser avant d'eux, donc on ne bouge vraiment jamais à force. On reste figé dans un passé. Ou alors on est toujours dans une situation de dilemme et il faut toujours négocier. Et bien, allez questionner cette courbe du changement quand c'est là-dedans.